Et voilà, il est 14 heures presque tout pile. On se retrouve pour cette dernière conférence de Bourse Live, le salon Bourse Live, les rencontres, 3e édition. Et on va terminer avec un point très utile. Vous le savez, la thématique de cette édition, ce sont les jeunes investisseurs. Et je me mets à leur place, à votre place, qui nous regardez 5 minutes. Et je me dis, ok, pour investir, mais faut-il le faire maintenant dans un contexte de marché pas simple à appréhender? Eh bien justement, c'est pour y voir plus clair sur ce qui s'est passé au premier semestre et ce qui nous attend au second, que je suis en compagnie sur le plateau de Lilia Pétavin, directrice exécutive et stratégiste de portefeuille chez Goldman Sachs. Bonjour Lilia. Bonjour Laurent. Alors, on commentait jour pour jour, il y a un an, la situation des marchés. On parlait de l'inflation qui était le sujet avec un LE majuscule en 2022. Depuis, on a eu quelques tours de vis, plusieurs supplémentaires des banques centrales qui ont poursuivi la remontée des taux et des premiers signes de reflux de l'inflation. Pour autant, et c'est là ce qui nous intéresse, Fed et BCE ne désarment pas aux grandes dames des marchés qui aimeraient voir la Banque centrale américaine pivoter dès cette année. Comment vous analysez leur position aujourd'hui? Est-ce qu'elles ont raison ou tort de rester vigilantes? Oui, mais vous l'évoquiez, Laurent, je pense qu'il y a une bonne nouvelle, c'est que l'inflation semble en effet avoir atteint un pic il y a déjà un an, en juin 2022 aux États-Unis, en octobre dans la zone euro. Si je regarde aujourd'hui, l'inflation énergétique, elle est de 0, légèrement négative, alors qu'elle a tourné aux alentours d'une moyenne de 30% ces 2 dernières années. La moins bonne nouvelle, c'est que l'inflation a décéléré moins rapidement que ce que la plupart... Ça fait des petites frayeurs début de l'année. Exactement. Donc, la plupart des économistes, les nôtres compris, ont revu à la baisse leurs anticipations d'inflation, même si le profil reste en descendant. Ouais. En fin d'année, nos économistes pensent que l'inflation cœur atteindra 3,8%, que ce soit aux US ou dans la zone euro. D'accord. Après, ça reste un exercice très difficile pour les banques centrales. Si je prends la Banque centrale européenne, c'est quand même une banque qui n'a pas fait face à un cycle de hausse des taux véritable depuis 2005. Donc, elle est obligée de prendre la mesure au fil de l'eau de l'impact de la transmission de sa politique monétaire. Il n'y a plus vraiment d'expérience sur le sujet quand je vous écoute. Et les choses ont énormément changé, bien sûr, depuis 2005. Les maturités d'endettement se sont considérablement allongées. La part des prêts à taux variable s'est réduite. Donc, il y a beaucoup de discussions et de questionnements sur la rapidité de la transmission monétaire. Et c'est quelque chose qu'elles sont obligées de monitorer au jour le jour. Après, elles sont aussi en train de juguler une inflation au-dessus de la cible depuis maintenant 2 ans, dans un contexte économique très difficile. Il y a encore de ça quelques jours, la Fed a anticipé une récession d'ici la fin de l'année aux États-Unis. La zone euro est techniquement en récession, donc c'est un exercice très compliqué. On est sur la ligne de crête. Donc quand je vous écoute, finalement, vous l'avez dit, il y a encore 2 hausses qui sont prévues côté Fed, encore des hausses prévues côté BCE. Elles ont plutôt raison de rester vigilantes. Je pense que les données que nous observons aujourd'hui leur permettent de pouvoir continuer leur travail pour juguler l'inflation. Donc, en effet, nous attendons encore une hausse des taux de la Fed et 2 hausses des taux de la Banque centrale européenne. Oui, nous voyons en effet les volumes de prêts et les conditions d'obtention de crédit se resserrer, mais rien d'anormal compte tenu du fait que nous avons vécu une hausse des taux de près de 500 points de base aux États-Unis. Très peu de temps en plus. Moi, je trouve que si on regarde un secteur comme l'immobilier résidentiel, globalement, pas que en Europe, aux États-Unis aussi, il a été très résilient compte tenu de la hausse des taux que nous avons eue. Les prix... Oui. Justement, on va y venir parce que c'est ça aussi, le revers de la médaille. On a quand même eu des premiers signes d'alerte de cette politique. Au premier semestre, on pourrait revenir sur la crise des banques régionales aux États-Unis. Plus près de nous, en Europe, il y a eu quand même l'affaire Crédit Suisse. L'immobilier, vous en parlez, qui est dans une situation quand même délicate. On entend des choses terribles quand on regarde la situation du marché immobilier, notamment en France. Est-ce que ça, pour vous, ce sont des ajustements normaux ou ce sont des premiers signes inquiétants de quelque chose de plus révélateur ? Je pense que ce sont des ajustements normaux et je dirais même plutôt bénins par rapport à l'historique des hausses des taux que l'on a connues. Pour
deux raisons principales. De manière générale, le secteur immobilier résidentiel est très différent de la situation dans laquelle il était, par exemple, en 2007, à la veille de la crise. Si je regarde le taux de vacances des propriétaires aux États-Unis, il est aujourd'hui à un plus bas historique. D'accord. Il est en dessous de 1%. Ouais. En 2007, il était monté à un plus haut, de 3% en l'occurrence. Donc structurellement, il y a peu d'offres, ça maintient le marché. Et deuxièmement, et ça c'est vrai à plusieurs égards et dans beaucoup d'économies, le consommateur a été très résilient. Il peut bénéficier d'un stock d'épargne hérité du Covid qui est très élevé. Le marché de l'emploi est très robuste, donc ça a préservé ce marché immobilier. Maintenant, si je regarde les économies qui ont remonté leur taux en première, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, les prix ont quand même décroché plus que ce qu'ils ne l'ont fait aux États-Unis, en Europe ou en Angleterre. En Angleterre, c'est assez surprenant. C'est un marché dans lequel on a une part de prêts à taux variable qui est important et les prix finalement n'ont pas baissé de plus de 2-3%. Mais nos économistes pensent qu'il y a probablement encore des baisses de prix à venir sans pour autant être alarmistes sur le secteur. Une baisse mais pas un effondrement, voilà. A priori. Il y a d'autres secteurs plus inquiétants. Hein. Ah bah allons-y alors. Le secteur immobilier commercial aux États-Unis, comme vous le savez, a donné des signaux d'alarme depuis déjà longtemps. Si je regarde les prix dans ce secteur-là, donc les bureaux, ils ont commencé à décrocher en mars 2022, le premier mois où la Fed a remonté les taux. Et là, on a quelque chose de très particulier. Structurellement, c'est un secteur différent. Le taux d'occupation des bureaux aujourd'hui aux États-Unis, il n'est seulement revenu qu'à la moitié des taux que nous avions avant le Covid. D'accord. Pareil à Londres. Et donc ça, c'est dans un contexte où on a plus de 1 trillion de dettes qui arrivent à maturité cette année, l'année prochaine, et qui, si elle est refinancée, cette dette va l'être sur des taux supérieurs à 6%, qui se comparent à un coupon moyen de 4%. Donc on a vu déjà des défauts augmenter, et le dernier point problématique pour ce secteur, c'est que 80% de l'immobilier commercial aux États-Unis est financé par les banques petites et moyennes. Ces fameuses banques régionales. Dans l'embarras. Qu'on a vu en Exactement. situation de fragilité. Bon, il y a ces sujets, ajustements, quand je vous écoute, qu'il faut quand même regarder. Et puis, l'autre sujet qu'on a évoqué, autre source d'inquiétude, c'est la récession. Vous l'avez dit, techniquement, la récession, c'est 2 trimestres de croissance négative consécutifs. On y est en zone euro. On en parle de plus en plus aux États-Unis. Question, est-ce que cet épisode va se matérialiser, c'est déjà un peu le cas. Et puis surtout, est-ce qu'on reste dans ce contexte technique, de soft landing, et puis on redémarre, ou est-ce qu'on peut aller vers quelque chose de potentiellement plus préoccupant ? La vue de nos économistes, de notre économiste en chef, c'est un soft landing. Donc la probabilité qu'il met d'avoir une récession dans les 12 prochains mois aux États-Unis, elle est aujourd'hui de 25%. 25%, c'est plus que la probabilité que l'on dit inconditionnelle à n'importe quel moment dans l'histoire. Elle est autour de 12-15%. Mais c'est beaucoup moins que la moyenne des économistes et que nos concurrents qui voient une probabilité de 65% d'avoir une crise, une récession. Donc, pourquoi est-ce que nous sommes plus positifs que le consensus ? Pour 2 raisons que j'ai évoquées rapidement. La consommation, nous la voyons rebondir dans la deuxième partie de l'année parce que le revenu disponible réel des ménages, que ce soit aux États-Unis ou dans la zone euro, il s'est fortement contracté l'année dernière et nous le voyons rebondir dans la deuxième partie de l'année. Les consommateurs, dans la zone euro, c'est très spécifique. On a un stock d'épargne hérité du Covid qui n'a pas diminué. Donc le taux d'épargne aujourd'hui, il est de 12% des revenus dans la zone euro et il continue d'augmenter. Aux États-Unis, on a commencé un petit peu à rogner le stock d'épargne, mais il reste quand même très élevé. Et surtout, le marché de l'emploi est extrêmement robuste, que ce soit aux États-Unis comme dans la zone euro. Aujourd'hui, on a un taux de chômage de 6,5%, c'est un plus bas historique. Donc ça veut dire que les fondamentaux, notamment l'emploi, restent au rendez-vous et une récession finalement. Ce scénario d'ailleurs que Jérôme Powell aussi semble vouloir esquisser, celui d'un soft landing. Voilà pour le contexte économique avec quelques questions en suspens, on l'a vu. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on a ? On a des marchés qui, grosso modo, restent quand même plutôt bien orientés, plutôt proches de leur plus haut, mais avec, il faut le dire, une hausse
très concentré sur certains indices, voire même certaines valeurs, peu de volume, un peu comme si tout le monde était finalement un petit peu en position d'attente en se demandant ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça ? Ce qui compte pour moi, en tant que stratégiste action, c'est ce que le marché action price en termes de croissance. Et comme vous venez de le dire, je pense qu'il y a beaucoup d'optimisme qui se retrouve aujourd'hui dans le prix des actions. Si je regarde par rapport à l'année dernière, le Stoxx Europe 600 a pris 13% dividendes inclus. Et d'ailleurs, nous n'avions pas trop mal vu. Je regardais juste avant de venir sur ce plateau, j'étais là il y a 1 an, jour pour jour, oui. Et je vous disais que nous attendions un revenu dividende inclus de 14%. Ah, pas mal. Pas trop mal. Un point de pourcentage d'écart. Depuis Attention, le début parce que de l'année, je vous demandais les perspectives pour l'année prochaine, du coup. Hein. Depuis le début de l'année, l'Eurostoxx 50, il a pris 12-13%. Oui. Des indices comme le Nasdaq, il a pris plus de 35%. Les investisseurs, je pense, ce qui s'est joué ces 12 derniers mois, c'est vraiment le pic d'inflation. Et on en parlait l'année dernière. Historiquement, lorsqu'on atteint ce pic d'inflation, même si la croissance continue plutôt de ralentir, les actions rebondissent, elles vous donnent un rendement très correct de 10-12% dans les 12 mois qui suivent ce pic d'inflation. Donc ça, c'est ce qui s'est joué. Et là, depuis le début du mois de juin, on a encore eu un regain d'optimisme. L'appétit pour le risque a rebondi très fortement et il a été drivé, selon nous, principalement parce qu'il y a eu une diminution du risque de récession. On a eu un accord sur le plafond de la dette américaine. Après beaucoup de bruit, hein, on peut le dire, mais ça finit par se matérialiser. On a eu dans l'inflation, parce que les choses n'ont pas été, comme vous le disiez, linéaires, on a eu quand même des chiffres qui vraisemblablement donnent l'indication que l'inflation prend une pente descendante. Et puis on n'a pas eu non plus sur le côté emploi de vagues de licenciements qui se sont véritablement étendues au-delà du secteur de la tech aux États-Unis. Oui. Et de l'autre côté, en même temps, vous avez eu un regain d'optimisme un petit peu sur les perspectives de croissance générées par l'intelligence artificielle. Donc, il suffit de voir le cours de Nvidia, exactement, qui a explosé depuis le début de l'année. Donc si je regarde aujourd'hui ce que price le marché action, moi je vois que les actions, elles sont un petit peu en avance du rebond de la macroéconomie. D'accord. Elles price des PMI qui sont légèrement au-dessus de 50, ça veut dire quoi ? Une croissance faible, certes, mais en expansion, une croissance positive. Donc ça nous invite à pas mal de prudence. Le fait qu'il y ait un sentiment positif dans le marché, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Ce n'est pas un signal qu'il faut sortir du marché. Par contre, c'est un signal que l'upside, le potentiel de hausse, est limité. Donc nous, aujourd'hui, à 12 mois, nous anticipons des profits de 7%, enfin une performance de 7% pour le S&P, 9-10% pour les actions européennes. Pourquoi ? Parce qu'on parle d'un environnement tout de même où il n'y a pas de croissance des profits, ni selon le consensus, ni selon nos estimations. Et les multiples sont assez élevés. Dans un contexte où nous voyons les taux probablement remonter légèrement encore dans les mois à venir. Et à côté de ça, comme nous sommes tout de même dans un environnement où il y a beaucoup d'alternatives au marché action, ça donne beaucoup de concurrence. Aujourd'hui, sur le cash aux US, vous avez 5%. Le crédit investment grade, 5%. C'est pas mal. Donc, pas de grosse inquiétude, mais un upside qui est limité à ce stade-là. 9-10% ça sur les marchés européens quand je vous écoute. On refait le point en 2024. On l'a dit, côté classe d'actifs, vous l'avez un petit peu évoqué, annus horribilis pour les obligations 2022. On ne va pas y revenir, on l'a largement commenté sur le plateau de Boursorama. On a retrouvé quand même une certaine forme d'orthodoxie financière. Quelle, justement, classe d'actifs vous privilégiez ? Vous l'avez dit, il y a beaucoup de concurrence en ce moment sur ce qui peut apporter du rendement, avec parfois moins de risques, justement. Oui, alors les obligations... L'année dernière, nous étions déjà sous-pondérés et nous le sommes encore. Elles ont, comme vous l'évoquiez... Vous aviez vu venir la vague. Elles ont perdu 5%, là où les actions vous ont offert 20%. Et nous anticipons encore des taux 20-30 points de base plus élevés, que ce soit aux US ou dans la zone euro, dans les 12 mois à venir, en fait, en réalité, d'ici la fin de l'année. D'accord. Et ça, c'est un peu un reflet de notre vue positive sur la croissance. Ça se voit notamment sur les produits d'inflation aux US,
qui aujourd'hui anticipe une décélération de l'inflation beaucoup plus forte que ce que nous anticipons. Donc ça, c'est pour les obligations. Côté actions, nous sommes neutres pour les raisons que je viens d'évoquer. Oui. En revanche, nous sommes surpondérés sur le cash et sur les commodités, car nous anticipons un rebond du prix des commodités, du pétrole, notamment du gaz, d'ici la fin de l'année. Ah, d'accord, donc peut-être un rebond de l'énergie, des matières premières et notamment du pétrole. Ça aussi, important, alors qu'on est aux alentours de 75 $ le baril en ce moment. Ça pourrait remonter quand je vous écoute. On l'a évoqué concernant les actions, il y a l'intelligence artificielle qui a fait irruption dans nos vies avec fracas en ce début d'année. On l'a déjà dit aussi, quelques vainqueurs en bourse comme Nvidia. Est-ce que ça, c'est une tendance, un secteur qu'il va falloir continuer à suivre? Et puis plus largement, là aussi, quels secteurs ont vos préférences en ce moment? Oui, donc l'intelligence artificielle, c'est devenu le sujet absolument inévitable dans toutes mes conversations avec les investisseurs. C'est très bizarre. Nvidia, ça traite aujourd'hui sur un PE de 50 à peu près. Oui. Ça, c'est juste pour remettre les choses dans leur contexte. Si je regarde les multiples de Google, Microsoft avant la crise de la tech au début des années 2000, on était sur ce type de multiples-là. Nos économistes, c'est vrai, ils anticipent un impact macroéconomique de l'intelligence artificielle qui est considérable. On parle de gains de productivité qui pourraient être de 1,5% par an sur une période qui s'étend sur 10 ans. Ah oui. Parce que considérable. On parle de perte d'emploi, parce qu'en effet, l'intelligence artificielle va venir automatiser certaines tâches, donc il y a des emplois qui vont disparaître. En revanche, il faut voir que la très grande majorité des emplois, à nos yeux, vont bénéficier de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle va venir en complément, et le temps libre qui sera généré par les employés, s'il est réalloué à d'autres tâches créatrices de valeur, ça va venir augmenter les gains de productivité. Et ces gains de productivité-là, ils peuvent aussi se répercuter bien sûr dans la croissance, pas intégralement, mais on peut faire l'hypothèse que ça augmenterait la croissance du PIB de aussi 1% par an sur une période qui s'étale sur 10 ans. Maintenant, ça, malgré l'engouement qu'il y a sur le sujet, je pense que c'est pricé sur certains stocks, comme Google, Microsoft, Nvidia, et notamment des entreprises américaines. Au niveau agrégé du S&P, c'est pas clair pour moi que les choses sont pricées. Si je regarde les anticipations de croissance des profits de long terme, aujourd'hui elles sont très stables. Elles sont aux alentours de 11-12%. Encore une fois, si je mets ça en comparaison avec le début des années 2000, elles s'étaient totalement envolées. Elles étaient passées de 11-12% à 19%. Aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Donc on n'est pas en bulle quand je vous écoute. On peut pas parler, pas au niveau global. Pas au niveau agrégé de l'indice. Après, ce qui est vrai et ce qui moi m'intéresse aussi, on parle beaucoup dans mon secteur, dans notre jargon, de phase du marché action. Et un des gros sujets du moment, c'est est-ce que nous sommes dans la phase d'optimisme, qui est la phase de la fin du cycle économique, dans laquelle la croissance économique ralentit, la croissance des EPS, des profits ralentit, mais les investisseurs restent investis, donc les multiples augmentent. Et ça, c'est une phase qui en moyenne dure 2 ans, vous donne des rendements de 30%, et donc vous ne pouvez pas vous permettre d'en sortir trop tôt. Donc notre recommandation à ce stade, c'est de rester investi, mais probablement d'acheter de la protection pour de lisser un petit peu le risque s'il y a des scénarios un petit peu moins roses qui se matérialisent. Justement, et c'est assez rassurant finalement ce constat que vous nous dressez, Lilia. Pour tous les investisseurs, les jeunes investisseurs qui nous regardent aujourd'hui, quels seront les principaux points, les principaux indicateurs à surveiller au second semestre sur les marchés et puis peut-être en dehors? Oui, il y en a plusieurs, moi, que j'ai en tête, et un assez récent. Il y a un énorme écart aujourd'hui entre les indicateurs d'activité de la manufacture et des services. Donc les services sont restés extrêmement résilients, la manufacture beaucoup moins, elle est en récession de façon globale. Effectivement, les derniers indicateurs étaient en dessous de 50. Voilà. La vision que nous avons de cet écart est que probablement il va se réduire parce que le secteur de la manufacture va se reprendre. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans un cycle où on a un déstockage massif, donc peu de production industrielle, parce qu'il y avait eu une accumulation des stocks exceptionnelle, notamment héritée du Covid. Ça, à un moment, ça prend fin et ça devrait sortir le secteur manufacturier de sa torpeur. Maintenant, une autre façon de réduire l'écart, c'est que les services s'effondrent. C'est ce que j'allais, Et c'est vrai
que les derniers chiffres publiés vendredi sur l'estimation flash des PMI et des PMI du mois de juin n'est pas bonne et le secteur des services s'est contracté, notamment en France. Donc ça, c'est quelque chose à monitorer de près. Oui. Deuxième sujet dont on parle énormément, et vous l'avez évoqué à plusieurs reprises, c'est la concentration des rendements du marché. Aujourd'hui, si je regarde par exemple le S&P, plus de 85% de sa performance depuis le début de l'année a été générée par les 15 actions les plus grosses. C'est ça. Donc on parle de profondeur du marché qui est très étroite. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas nécessairement un signal de bear, un signal de vente pour le marché action. Quand on a un rallye très étroit comme ça, historiquement, 2 fois sur 3, ça se termine par une extension de ce rallye avec les autres entreprises du marché qui catch up, qui viennent rattraper effectivement cette tendance positive. Voilà. Donc ça, c'est plutôt positif. Donc à surveiller effectivement si cette concentration de la hausse se diffuse un petit peu plus largement. Exactement. Bon, voilà un scénario au final, moi je retiens, prudemment optimiste on pourrait dire, mais quand même qui nous dit qu'on peut, moi j'ai retenu rester investi en 2023. Merci beaucoup pour ces explications très claires. Lilia Pétain, je rappelle, vous êtes directrice exécutive et stratégiste de portefeuille chez Goldman Sachs. Merci Lilia. Merci Laurent. Voilà, c'est la fin de cette conférence et c'est d'ailleurs la fin des conférences Bourse Live. L'occasion pour moi de vous remercier d'avoir été avec nous pendant ces 3 jours de salon Bourse Live, cette 3e édition. C'est la dernière conférence, mais ce n'est pas la fin du salon. Les stands restent ouverts jusqu'à ce soir 19h et nos exposants sont là pour répondre à toutes vos questions. Alors n'hésitez pas à y aller. Je vous remercie et je vous souhaite à bientôt pour une nouvelle édition. Merci.